Bonjour les 5e B, donc c'est Monsieur Crane pour vous faire un petit point sur tout ce qu'on a pu voir cette semaine. J'essaierai de mettre en place ce diaporama commenté en quelque sorte toutes les semaines pour que vous puissiez suivre un petit peu et que vous ayez un retour à l'oral cette fois-ci de ce que vous pouvez travailler chez vous, parce que je sais bien que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a des choses que vous avez certainement pas compris et donc forcément il faut que peut-être qu'en expliquant par oral certaines choses, forcément ce sera un peu plus développé. En plus de l'article que je vous mettrai sur le site avec toutes les corrections de ce que je vous ai demandé de faire, j'espère que ça vous aidera pour pouvoir mieux comprendre et mieux retenir en fait tout ce qu'il y a à retenir pendant cette période un petit peu compliquée. Donc je reprends un tout petit peu avant là où on était arrivé, puisqu'on avait commencé le chapitre 3 là que vous voyez à l'écran sur l'affirmation de l'État monarchique. Je vous rappelle qu'on travaille essentiellement sur la dynastie des rois qu'on appelle les Capétiens. Alors les Capétiens, ce nom a été donné à la suite de Hugues Capet qui a pris la direction du royaume de France. Alors pour rappel, le royaume de France à l'époque, c'est voilà, le royaume de France à l'époque, c'est ça, c'est-à-dire c'est un domaine royal qui est tout petit puisque vous le voyez en bleu ici, et à côté des grands seigneurs qui ont énormément de pouvoir. Donc on a vu en fait que les premiers rois capétiens étaient des rois plutôt faibles qui avaient du mal en fait à s'affirmer. Et justement, le but de ce chapitre, c'est de montrer que ces rois, au fur et à mesure des réformes qu'ils vont faire, vont réussir en fait à prendre de plus en plus de pouvoir. Donc, on va voir comment. On va voir que ça n'a pas toujours été facile, qu'il va y avoir des guerres notamment, et on va voir qu'ils font aussi un certain nombre de réformes pour ça. Alors là, j'avance un petit peu plus vite. L'introduction, on l'a déjà faite, vous l'avez déjà écrite dans votre cahier. Le règne de Philippe Auguste, je n'en reparle pas non plus, parce que on va en reparler de Philippe Auguste justement. On avait vu qu'en fait, c'était le premier roi, même si ses prédécesseurs avaient déjà commencé, c'est un roi vraiment important parce que il va notamment se battre à Bouvines contre les Anglais et récupérer un certain territoire important pour son domaine royal qui va beaucoup s'étendre durant son règne. Donc le travail sur Bouvines, on l'avait corrigé aussi. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Donc si vous avez besoin de faire pause à des moments pour pouvoir, il y a des choses que vous n'avez pas écrites ou etc. N'hésitez pas, vous faites pause, c'est le principe d'une vidéo et c'est tout l'intérêt pour reprendre ça. Mais ça normalement, on l'avait corrigé ensemble. Donc voilà le point qui nous intéresse, que je vous ai demandé cette semaine, c'était surtout de travailler sur les fondations du pouvoir royal, c'est-à-dire les bases que vont mettre les différents rois pour dire bah voilà, je suis le roi de France, j'ai du pouvoir, je suis important, et quelle réforme il va mettre en place pour justement le montrer, parce que c'est bien de le dire, c'est bien de le penser, mais il faut le faire. Il faut le montrer en réalité. Alors la première des choses ce sur quoi vous avez dû travailler, c'est Paris. Paris qui va devenir la capitale du royaume. Avant, on avait ce qu'on appelait une cour itinérante en fait, c'est-à-dire une cour qui se baladait un petit peu, qui restait 6 mois à un endroit, un an et demi à un autre, etc. Suivant les batailles, suivant tout plein de choses en fait. Et là, on a véritablement une capitale forte qui se dégage, ça va être Paris. Et Paris va devenir forte, notamment sous le règne de Philippe Auguste, encore lui. Philippe Auguste, c'est ce que vous avez vu normalement dans le travail que je vous ai demandé. C'est Philippe Auguste, il a fait plusieurs choses pour Paris. Alors il a créé son palais. Alors son palais, attendez, je vais vous le montrer ici. Hop. Donc il a créé son palais qui est ici. Donc le bleu c'est peut-être pas la meilleure couleur, mais c'est pas grave. Donc il a créé son palais ici, et il a aussi, si vous regardez sur cette illustration, on le voit très bien, il a aussi dessiné toute une, en fait il a fortifié la ville, c'est-à-dire qu'il a mis des remparts tout autour. Et s'il a fait ça, c'est pas pour rien, c'est pour se protéger éventuellement des ennemis. D'ailleurs, son palais, si vous regardez, il est sur l'île de la Cité, ici. Ce n'est pas pour rien qu'il le met là, parce que c'est plus difficile d'envahir quelque chose qui est entouré par les eaux que quelque chose qui est seulement protégé par une muraille. Donc, il a aussi une citadelle ici qui est
un fort en fait est censé empêcher les éventuels bateaux ennemis d'arriver et à partir duquel il pourrait les bombarder. Donc voilà, il va faire de Paris une grande ville. Il va aussi l'aménager. Il va par exemple la faire pavée. Alors pourquoi? Parce que Paris était une ville très très sale. Ça l'est un peu toujours aujourd'hui, mais surtout à l'époque, c'est une ville très très sale. Et du coup, il va demander à ce que ce soit pavé. Les rues soient pavées parce qu'avant c'était de la terre et donc du coup, quand il pleut, il y a de la boue. En plus, à l'époque, on jette on jette un peu tout par-dessus la fenêtre. Il n'y a pas vraiment il y a pas de système d'ordure, etc. Donc ça pouvait très vite devenir très très nauséabond, très désagréable, que ce soit au niveau de l'odeur ou autre. Donc les pavés, ça permet de rendre la ville un peu plus propre. Donc voilà, il met Paris au centre de son domaine royal, qui, je vous rappelle, à l'époque, s'étend énormément grâce à lui. Donc Paris devient une ville vraiment importante. On a aussi ici, là, sur toute la rive gauche, on a aussi le quartier de l'université, avec notamment l'université de la Sorbonne. Donc voilà pour Paris. Alors normalement vous avez pu voir une vidéo aussi que je vous avais mis un lien pour une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la revoir pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Ensuite, alors on va continuer avec, alors je vais le faire dans le désordre là, mais on va continuer avec la question sur le rôle des baillis parce que ça c'est aussi Philippe Auguste qui va le mettre en place. Alors les baillis, normalement vous le verrez dans l'article sur la correction, vous avez dû trouver que c'était des sortes de représentants du roi dans son royaume. Ils vont un peu partout et ils s'occupent de plusieurs choses. Les baillis, ils s'occupent de la justice. Donc, si par exemple il y a une affaire à résoudre et que le seigneur qui est sur place ou tout simplement le bailli parce qu'il n'y a pas de seigneur dans cette zone-là parce qu'on est dans le domaine royal, il s'occupe de la justice, il s'occupe des finances. Alors les finances c'est important parce que ça veut dire rapporter de l'argent. Il s'occupe de récolter les impôts. Et il s'occupe aussi éventuellement, quand il y a la guerre, de l'armée royale, tout simplement, de faire du recrutement en quelque sorte. Donc ces baillis-là, ils sont importants, et en fait c'est parce que le domaine royal s'étend que justement il en a besoin. Donc c'est un signe, à la fois c'est un signe de puissance qui augmente, mais c'est aussi la volonté du roi de bien contrôler tout ce qui se passe dans son royaume, et notamment dans son domaine royal. Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Il y a aussi ce que va créer un autre roi important, Louis IX, qu'on va aussi appeler Saint-Louis. Alors, on va pas l'étudier en détail, mais Louis IX, il est célèbre. Alors, déjà Saint-Louis, c'est parce qu'il était très pieux, très religieux, mais c'est un roi qui va participer notamment à une croisade. C'est pour ça qu'il va, voilà, il a un rôle important au niveau de la religion. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon ça risque de plus de vous embrouiller qu'autre chose. Donc, ça c'était le document 2, c'était sur la monnaie royale. Ce que va créer Louis IX pour l'ensemble du royaume, c'est une monnaie royale, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de monnaie unique. Il y a une monnaie en fonction des seigneuries, donc c'est les seigneurs qui imposent leur propre monnaie finalement. Et il va la rendre obligatoire, c'est-à-dire que ils n'auront plus le choix, ils devront employer cette monnaie-là et pas une autre. Donc ça, c'est un autre signe du roi qui veut, on est après Philippe Auguste, on est 40 ans après lui, donc c'est un autre signe du roi qui prend de plus en plus de puissance. Et la dernière chose, c'était les États généraux. Alors les États généraux, c'est une assemblée de gens qui viennent un peu partout en France, du royaume, et alors essentiellement des riches, hein, on va pas se mentir, puisque ce sont soit des bourgeois, soit des nobles qui viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi veut entendre, et là à l'époque c'est Philippe IV, un autre roi intéressant, Philippe IV le Bel, qui va le convoquer pour en fait mieux connaître un petit peu son royaume et prendre des décisions, justement, vu que son domaine royal est de plus en plus grand, eh bien, il veut prendre des décisions qui sont intelligentes en quelque sorte pour faire plaisir à son peuple. Alors, ce sera pas toujours l'objectif des rois, hein, mais là, pour le coup, il a la volonté d'écouter son peuple, même s'il n'écoute que les plus riches, c'est déjà quelque chose d'important. À l'époque, c'est aussi le signe qu'il a besoin de ça parce que son territoire s'agrandit et que donc, dans le sud de la France, on n'a peut-être pas les mêmes préoccupations que dans le nord. Voilà. Donc tout ça, c'est un signe d'un royaume d'un domaine royal qui s'étend, d'un royaume qui est de plus en plus sous l'influence du roi. Et donc, c'est tout ça, c'est en faisant ça que finalement on a posé les fondations. Donc les fondations, c'est comme pour une maison. Vous pourrez demander à vos parents, les fondations, c'est ce qu'on construit. Avant de construire la maison telle que dans laquelle vous habitez, il y a ce qu'on appelle des fondations, ce sont des bases. Parce que si les fondations sont pas solides, la maison, elle peut s'écrouler très facilement. Il suffit d'un peu de vent, d'une inondation ou autre. Et c'est le même principe pour le royaume. C'est-à-dire qu'on va créer des fondations pour que le roi soit le roi puissant, etc. Et que justement, grâce au bailli, grâce à tout ça, eh bien, ils prennent du pouvoir au détriment, c'est-à-dire à la place des seigneurs qui deviennent de moins en moins puissants, eux.
Donc voilà pour les fondations du pouvoir royal. Et je continue un petit peu pour le résumé de cette semaine, puisque donc alors là vous aviez, je vous demandais le schéma de l'administration du pouvoir royal à la fin du XIIIe siècle. Ça, je vais pas y revenir plus en détail parce que normalement vous l'aviez, je vous ai demandé de la recopier. C'était le document 3 dans votre manuel. Donc là, normalement, ça reprend des choses que j'ai déjà dites. Je n'en reparle pas trop. Voilà. Moi, l'autre point qui m'intéresse, c'est c'est justement un épisode qui est très important que vous m'avez beaucoup demandé en classe si on faisait. C'était la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans et le renforcement de l'État royal. Alors la guerre de 100 ans, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je voulais aussi vous faire une version audio parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Souvent, ça vous perturbe un petit peu. Parce que on a l'impression que du coup on va étudier plein de dates, plein de batailles et en fait pas vraiment. Pourquoi? Parce que la France et l'Angleterre, puisque ce sont les deux puissances qui vont s'affronter pendant la guerre de 100 ans, vont en fait se faire des batailles, mais pas de très 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 grandes batailles. Ce sera des batailles qui concernent quelques milliers d'hommes. Alors c'est déjà important à l'époque, mais voilà, c'est pas des immenses batailles et c'est pas constant. C'est-à-dire que il va y avoir des batailles, quelques batailles. Ça peut être une ou deux batailles par an. Ça peut être parfois il va y avoir des moments où il y aura pas de bataille pendant quelques années. Et puis il y a des moments où il y en aura pas mal. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vous ai donné le lien vers une vidéo pour expliquer pourquoi finalement il y a eu cette guerre de 100 ans. Alors vous verrez, c'est une histoire de succession, une histoire de roi en fait, le roi d'Angleterre, le roi de France, qui réclamerait le trône, etc., etc. Et vous allez voir le roi de France qui veut récupérer ses fiefs aussi, des fiefs qui appartiennent à l'Angleterre, donc les Anglais ne veulent pas, voilà. Donc il y a des causes, il y a pas mal de causes. Moi, ce qui m'intéresse, ça va surtout être l'histoire d'une personne là-dedans. Alors, sachant que, juste avant qu'on y passe, la guerre de 100 ans ne dure pas 100 ans. Hein. Elle dure, si on va du premier conflit au dernier, ça dure 116 ans. Mais la France et l'Angleterre se sont fait la guerre avant et se feront la guerre après. Rappelez-vous de Bouvines. Voilà, il y a pas de, voilà, c'est pas une surprise. Les Français et les Anglais vont être les grands ennemis à cette époque-là. Alors normalement, la guerre, on dit qu'elle commence en 1337 et qu'elle se finit en 1453. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle dure 116 ans officiellement. Donc on avance un petit peu. Alors au départ, quand vous voyez cette carte, vous voyez que les Français il y a juste le fief de l'Aquitaine qui appartient aux Anglais. Mais ça va pas durer puisque pas mal de seigneurs vont prêter allégeance au roi d'Angleterre, c'est-à-dire qu'ils vont lui déclarer lui être fidèles, ils vont trahir en quelque sorte le roi de France. Il va y avoir des histoires de mariage aussi, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont expliquer ces conflits. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que en fait, assez au départ, les Français vont gagner quelques batailles et puis très vite, les Anglais vont prendre le dessus, et notamment en Normandie. Donc les Anglais vont les Anglais vont s'imposer et il y a un moment, alors un peu plus loin dans la guerre, la France va vraiment être dans une situation extrêmement difficile. Et c'est à partir notamment de c'est autour de l'année 1429. Alors à l'époque, c'est Charles VII, le roi de France, et ça c'est ce sur quoi vous devez avoir travaillé sur la séance numéro 3. Donc Charles VII, roi de France, qui est en difficulté parce que les Anglais, alors ça c'était ce que je vous ai demandé, parce que les Anglais ont une énorme domination depuis la bataille d'Azincourt. Azincourt, si vous regardez, je vais vous le montrer sur la carte. C'est ici, donc Azincourt. Alors oui, non, là je l'ai un peu, ça le fait pas. Hop, je vais vous le remettre sur la carte. Donc Azincourt, c'est ici. Donc on est vraiment au nord de la France. Et là, si vous regardez sur la carte que je vous montre, les territoires sous domination française, en fait, il y en a plus beaucoup. Il y a plus qu'un tiers à peu près de la France qui est sous domination française. Pourquoi? Parce que les Anglais et les alliés de l'Angleterre, notamment le royaume, ce qu'on appelle le royaume des Bourguignons, que vous voyez ici en gris très pâle, et donc différents royaumes, différentes seigneuries, anglaises se sont
différentes seigneuries françaises sont passées sous le règne du roi d'Angleterre et soutiennent le roi d'Angleterre. Donc vous voyez, il n'y a plus que la partie en blanc là qui est contrôlée par les Français. Et c'est à ce moment-là que va arriver un personnage extrêmement important de l'histoire de France, même si elle va pas durer très longtemps dans le temps. Ça va être Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, c'est une paysanne qui habite à Domrémy. Là, vous voyez le nom sur la carte ici. Donc, qui habite à Domrémy et qui dit avoir eu une vision divine en disant qu'il fallait qu'elle aille aider Charles VII et qu'elle aille notamment l'aider à se faire couronner et à se faire sacrer à Reims. Alors pourquoi à Reims? Parce qu'à Reims, c'est là où se font sacrer tous les rois de France. Et donc le problème, c'est que Reims à l'époque, c'est contrôlé par les Anglais. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, Jeanne d'Arc va venir retrouver Charles VII à Chinon et va lui dire qu'en gros, sa mission pour elle, c'est de le faire sacrer. Et donc il faut aller à Reims. Oui, c'est en territoire britannique, mais on va se battre et puis on arrivera finalement. On va y arriver. On va tenir. On va réussir à te faire sacrer et je suis sûr qu'en gros, elle va lui dire, je suis sûr que ça changera le destin de la France. Donc ils partent de Chinon, ils vont à Orléans où Jeanne d'Arc se distingue par ses qualités au combat et ils vont libérer la ville d'Orléans qui était assiégée par les Anglais depuis très longtemps. Et ensuite, ils continuent leur périple et ils vont donc jusqu'à Reims où Charles VII se fait sacrer. Et là, en fait, la dynamique va un peu s'inverser et finalement, les Anglais vont commencer à perdre des batailles et jusqu'à se faire éjecter de la France, hein, puisque c'est ça qui va se passer au final, à partir de jusqu'en 1453. Alors il va y avoir beaucoup encore d'affrontements, et Jeanne d'Arc, elle va en quelque sorte mal finir puisqu'elle va être prise, elle va être capturée. Alors elle va continuer son parcours, elle va continuer vers Compiègne, puis vers Paris, et à Compiègne, elle va retourner vers Compiègne, qui était assiégée par les Anglais. Elle va se faire capturer. Et donc, elle va se faire capturer, elle va aussi se faire brûler vive. Et c'est son destin est assez tragique parce qu'elle va mourir donc brûlée sous les yeux en Normandie. Elle va se faire brûler à Rouen. Donc Rouen, c'est ici, hein, Rouen, c'est là. Donc elle va se faire brûler à Rouen par les Anglais. Et du coup, elle va finir par mourir. Mais c'est une personne qui va être extrêmement importante parce que elle est restée dans l'histoire de France comme étant la personne qui finalement a renversé un peu le cours des choses, alors que les Français étaient au plus mal. C'est grâce à elle que la France est redevenue finalement à récupérer une partie de son territoire, à s'est relancée finalement quelque part. Donc, alors, il y a des débats entre historiens pour savoir ce qu'elle a vraiment fait ou pas. Alors, on sait qu'elle a existé, ça c'est certain. On sait qu'elle a existé. Maintenant, on sait que voilà, elle a existé, qu'elle a eu une influence. Certains sont pas tous d'accord, certains historiens sont pas tous d'accord pour dire vraiment quelle importance elle a eu. C'est un peu compliqué à savoir ça. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'était une jeune paysanne. Elle a eu des visions divines qui lui ont dit de retrouver Charles VII. Elle l'a retrouvé à Chinon. Ils sont allés à Orléans. Ils ont libéré le siège. Et ils sont allés à Reims pour faire sacrer Charles VII. Et à partir de là, la France va petit à petit gagner des territoires et finalement éjecter les Anglais hors de France. Donc c'est aussi pour ça que Jeanne d'Arc sera restée célèbre. Malheureusement, elle va finir brûlée à Rouen en 1431. Donc voilà pour tout ça. Normalement la suite. Alors la suite. Donc alors, oui, je vais en profiter. Bah voilà, vous voyez là aussi, vous voyez, c'est peut-être encore plus clair. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez bien que c'était un territoire qui était sous la coupe des Anglais. Mais vous voyez surtout ce qui m'intéresse, c'est regarder le domaine du roi de France, le domaine royal. Bah maintenant, il n'y a plus de seigneur. Ça va profiter. Le roi de France sera vraiment le plus important. C'est toujours Charles VII qui est à la fin de la guerre de 100 ans et roi de France. Charles VII qui donc est un roi important, hein. Et vous voyez que les Anglais, bah, ils ont finalement plus que ces petits territoires en jaune. Donc, ils sont encore en France, hein, mais ils ont vraiment un tout petit territoire. Vous voyez qu'il y a aussi le fief du roi de Bretagne. C'est le seul seigneur qui a réussi à conserver son pouvoir. Tout le reste, ça appartient au roi de France. D'accord? Donc voilà, c'est la conséquence. La guerre de 100 ans, en fait, ça a été très difficile pour les Français, mais le roi a finalement réussi
a gagné du pouvoir, malgré le fait que ce soit difficile, ça a pris du temps, mais à la fin de la guerre de 100 ans, le roi, il a jamais été aussi puissant en France. Et là, on peut dire qu'on commence à avoir des rois qui sont forts. Et bah, vous verrez, hein, après, ça va amener à d'autres choses. Ça va amener au roi à la monarchie absolue, de droit divin, donc ça va être Louis XIV, etc., etc. Mais ça, on verra ça dans un chapitre suivant. Donc ça, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était le résumé de la première semaine. C'était un peu long, c'était un peu confus parfois. Il y avait pas mal de choses à raconter. J'essaierai de faire plus court les autres fois. J'espère que ça aura pu en aider certains d'entre vous en tout cas. Et bah voilà, on en reparle. N'hésitez pas à envoyer des messages sur Pronote si vous comprenez pas certaines choses. N'hésitez pas, que ça peut être de m'envoyer vos travaux par mail si vous avez besoin. Vous n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Allez, je vous souhaite un bon courage et surtout restez chez vous, c'est le plus important en ce moment. Il faut, voilà, faut respecter les consignes qui ont été données par le gouvernement. Moi, je les respecte. Faites-en de même. Puis bonne santé à vous tous et bon courage à vous. Au revoir.